Yosha Mishav, bonjour, Boker Tov. Boker Tov Daniel, Boker Tov à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Alors, nous avons souhaité vous parler ce matin, après la journée de commémoration de dimanche, les commémorations du 23e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Des commémorations qui sont, on va le dire, comme on dit en hébreu, d'ordre mamlarti, c'est-à-dire totalement officiel, mais qui ont été, on va dire, marquées par des discours extrêmement virulents prononcés par deux des petits-enfants d'Yitzhak Rabin, Noah Rodman et Jonathan Ben-Artzi, qui ont, au cours de leur intervention, critiqué l'actuel leadership israélien, en ciblant nommément même Netanyahou, en insistant aussi sur certains postes qui ont été envoyés qui étaient apparemment envoyés par des proches de Binyamin Netanyahou, des discours qui ont fait grincer certaines dents, on va dire, dans la classe politique israélienne et même dans la population israélienne, et qui ont prouvé que 23 ans après, on avait le sentiment que finalement on n'est pas encore arrivé à véritablement définir comment commémorer véritablement l'anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, comment se souvenir d'Yitzhak Rabin. Quel regard portez-vous sur ces interventions cette année? Daniel, regardez, il y a en Israël des commémorations annuelles pour tous les anciens présidents et premiers ministres qui sont décédés. Oui. She'alchou le'olamam, comme on dit. Oui. Tout ça se passe toujours. C'est des cérémonies tout à fait respectables, bien entendu, un petit peu ennuyeuses, il faut dire toute la vérité, un petit peu grises comme ça, mais bon voilà, le respect, la mémoire doit être maintenue, tout va bien. Le seul qui, à peu près chaque année, cette année-ci, ça a été plus fort, mais à peu près chaque année, le seul qui éveille des débats, des discussions et qui est régulièrement marqué par ce genre de phénomène que vous venez d'évoquer, c'est celui d'Yitzhak Rabin. Et c'est tout à fait normal, parce que Yitzhak Rabin, il n'est pas décédé. Oui. Il a été tué, assassiné par un jeune juif, quelqu'un de chez nous, et la perspective donc est tout à fait différente de celle des autres anciens premiers ministres et anciens présidents. Je pense que c'est une illusion de vouloir attendre, espérer, de se dire qu'une commémoration à la mémoire d'un premier ministre assassiné puisse être aussi consensuelle. Il n'a pas glissé sur une peau de banane. Il a été donc, comme nous le savons tous, assassiné. Maintenant, la grande discussion, c'est entre ceux qui disent c'était un acte isolé de quelqu'un qui a agi par folie ou par fanatisme, etc. Ou d'autres, comme moi, qui pensent que cet attentat, que ce meurtre est le fruit de mois et de mois d'appel à la haine contre Yitzhak Rabin, de manifestations hyper violentes dans lesquelles il a été qualifié de traître et de collabo d'Arafat, d'accusations comme celle de Benjamin Netanyahou, par exemple, Daniel, un seul exemple, Benjamin Netanyahou accusant la télévision israélienne après un attentat à Hebron, disant en janvier 95 qu'il a des preuves, il sait que Rabin a un accord avec Arafat pour lui permettre à Arafat de faire des attentats dans les territoires, mais pas sur le sol israélien d'avant 67. Quand un premier ministre est accusé par le chef de l'opposition d'avoir coordonné avec le chef d'une organisation terroriste les attentats contre ses citoyens, vous comprenez bien qu'il est défini comme un traître, et un traître dans un pays en guerre, Daniel, vous connaissez son destin. Alors, donc voilà, on ne pourra jamais avoir une commémoration consensuelle autour d'Yitzhak Rabin. C'est impossible. Eh bien, c'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir, et est-ce que vous pouvez comprendre, Yosh, qu'il y a des gens qui ne s'identifiaient pas du tout avec la voix d'Yitzhak Rabin, mais qui, ce jour-là, voudraient pouvoir aussi participer à ce deuil, participer à cet anniversaire, sans avoir le sentiment d'être les coupables, sans avoir le sentiment d'être les complices d'Yigal Amir. Daniel, bien sûr, mais regardez, écoutez ce qu'ont dit les petits-enfants, les deux petits-enfants d'Yitzhak Rabin. Ils n'ont absolument pas parlé de religion, de jeunesse religieuse,
de fanatisme religieux, dit Galamir. Ils s'en sont pris à Benjamin Netanyahou personnellement, et je vais vous dire pourquoi. Après ces mois donc qui avaient d'appel à la haine et au meurtre dans certains cas, qui avaient caractérisé la. Mais attendez, l'appel. Alors je vous arrête là. Les appels au meurtre, oui. Ce sont pas des appels au meurtre qui sont venus de Benjamin Netanyahou. Je me souviens. Il ne les a pas arrêtés. Mais attendez, mais il ne peut pas être responsable. Et encore, on peut revenir sur cette fameuse manifestation au cours de laquelle pas seulement ça. Le portrait de Rabin en uniforme nazi a été... Non, c'est pas seulement ça. C'est la manifestation du 5 septembre, Daniel. Ce n'est pas seulement ça. Je peux vous donner... Je me souviens, mais et Netanyahou l'a mentionné aussi, lui aussi dans son discours. Lorsqu'il a entendu des gens dire Rabin Boged, Rabin est un traître, il a dit non, Rabin n'est pas un traître, il se trompe. C'est une différence. Je l'ai entendu, on l'a entendu, tout le monde sait qu'il... Lorsque rétroactivement on a vu ce cercueil circuler dans lequel Benjamin Netanyahou était derrière ce cercueil, le cercueil parlait de la mort du sionisme, il ne parlait pas de la mort d'Yitzhak Rabin. Mais il y avait une corde de pendus. Il y a eu aussi autour de cela une sorte de on va dire beaucoup de... Il y avait une corde de pendus dans cette manifestation. Regardez bien la photo de cette manifestation, c'est au carrefour de Ra'anana. Vous voyez Benjamin Netanyahou devant le cercueil sur lequel il y a marqué « Rabin tue le sionisme ». Il y a une corde de pendu à côté. Mais c'est pas ça, on peut pas... Je peux vous donner 50... Regardez. Non, ce que je veux dire, c'est que il y a effectivement, il y a eu une période d'incitation, mais je veux juste dire, aujourd'hui, l'incitation qui existe contre Netanyahou aujourd'hui, ces dernières années, de la part de certains responsables de la gauche israélienne, elle est tout aussi sérieuse au niveau verbalement, on va dire. Alors, bien entendu, il faut espérer que ça n'aboutisse pas au même résultat, mais la terminologie utilisée, il suffit de lire le Haaretz aujourd'hui, qui assimile à de multiples reprises Netanyahou à un dirigeant nazi, l'État d'Israël à un dirigeant nazi. Non, un dirigeant nazi... Oui. Il y a plusieurs éditoriaux dans le Haaretz qui le font. Alors, si vous me dites ce sont des éditoriaux, ce sont des tribunes libres, il faut voir... Ou à Goebbels en particulier, voilà. On peut pas... Si on parle de la théorie du manipulation, du mensonge, de toute façon, moi je suis contre les comparaisons historiques qui n'avancent à rien. Mais Daniel, je veux revenir en arrière 2 secondes, si vous me le permettez. Après l'attentat, après le meurtre, le camp d'Yitzhak Rabin a choisi, et ça a été une très grande discussion intérieure, je m'en souviens, il y a 23 ans, mais c'est comme si c'était hier pour moi, il a choisi par la voix de Shimon Peres ce qu'on appelait le pius, c'est-à-dire qu'il a choisi délibérément de ne pas lancer d'enquête, de ne pas faire de procès pour incitation. Comment ? Il a amené... Attendez voir. Il a amené... Margalit Archefi, c'était pas un procès politique. La chasse aux sorcières. Yosh, nous étions tous les deux en Israël. Nous étions tous les deux en Israël. On pouvait pas, à la terrasse des cafés, on ne pouvait pas parler d'Yitzhak Rabin si on avait une kippa sruga. Daniel. Il y a eu de petits incidents, on a fait descendre une fois un jeune avec une kippa d'un autobus. Attendez voir. Après le meurtre du chef du camp de la paix en Israël, les choses auraient pu être tout à fait différemment. Moi, ce dont je me rappelle, c'est que Shimon Peres fait entrer le Rav Yehuda Amital, fait rentrer le Rav Yehuda Amital au gouvernement dans un geste de réconciliation. Oui, mais le Rav Amital n'a jamais cautionné... Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver si je peux pas terminer une phrase. Le Rav Yehuda Amital, au lieu que le camp du sionisme religieux se félicite de l'entrée du Rav Amital au gouvernement, l'attaque d'une manière éhontée. Allez voir les journaux de l'époque, allez voir ce qu'écrit Israël Harel, par exemple, un des grands éditorialistes de la presse nationale religieuse.
Et on en reparlera après. Moi, je comprends. Attendez voir. Et moi, je peux vous dire que dans le camp de la paix, cette décision de Shimon Peres s'est très très mal passée. Vous voyez bien qu'il n'y a pas eu. Margalit Archefi a été reconnue comme complice objective parce qu'il ne s'agit pas d'un procès en chasse aux sorcières. Il faut voir le dossier d'accusation. Margalit Archefi est allée voir le Rav Shlomo Aviner. On pourrait en parler des heures. Le Rav Shlomo Aviner le raconte lui-même au procès de Margalit Archefi. Il dit, elle est venue me voir et elle m'a demandé si on peut tuer Rabin. Im Rabin ben Mavet. C'était un sujet de discussion. Et qu'a dit le Rav Aviner? Mais bien sûr que non. Et Rabin il a dit que Rabin, c'est un dirigeant juif qui se trompe, qui fait des choses terribles, qui va faire porte atteinte à RS Israël, tout ce que vous voulez, mais que évidemment il n'est pas ben Mavet. On peut pas. Mais la question, la réponse de Wiener est extrêmement importante. La question de Margalit Archefi est beaucoup plus importante. C'était un sujet de discussion légitime. Mais on sait bien que personne ne pouvait imaginer que ça en arriverait à ce stade-là. Personne, mais oui. Mais non, mais des gens l'ont imaginé. Mais Yosh, je voudrais peut-être, si avec votre permission, je voudrais dépasser le débat d'il y a 23 ans pour revenir à aujourd'hui. La question d'aujourd'hui, c'est de savoir comment on commémore le souvenir d'Yitzhak Rabin. Comment faire en sorte pour que l'ensemble de la population israélienne, y compris ceux qui se sont démarqués, qui considèrent Yigal Amir comme un sale type, un assassin, mais qui aujourd'hui, qui d'emblée avait critiqué le processus d'Oslo, comment faire pour qu'ils se sentent partie prenante des commémorations d'Yitzhak Rabin, pour qu'ils n'aient pas l'impression chaque année d'être sur le banc des accusés. Parce que finalement, c'est ça le problème. Je comprends cette position et ce sentiment, et je pense qu'il faut effectivement tout faire pour empêcher que ce soit comme ça. Mais moi, je vais vous dire quelle serait la meilleure commémoration pour Yitzhak Rabin. C'est pas encore une cérémonie aussi importante soit-elle. C'est ce que je voulais commencer à dire tout à l'heure. La meilleure commémoration que la société israélienne, le peuple juif dans son ensemble, puisse faire à la mémoire d'Yitzhak Rabin, c'est de cesser de semer la haine et la division. Tous les débats politiques, toutes les dissensions idéologiques sont absolument légitimes. Mais qu'est-ce qui se passe, Daniel? On revient, écoutez le discours de Benjamin Netanyahou. Vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous êtes le Machane anti-sioniste, vous êtes le camp anti-sioniste. Vous ne vous mettez pas au garde à vous devant les décisions du gouvernement, vous n'êtes pas un patriote. Mais bien entendu, vous avez un florilège. Écoutez, avant les dernières élections, Daniel, on va pas encore rigoler quand même. Avant les dernières élections, janvier 2015, Benjamin Netanyahou, le camp sioniste, qui était à l'époque la principale force d'opposition, le camp sioniste, ça n'existe pas, c'est le camp anti-sioniste qu'il faut les appeler. Quand vous continuez à délégitimer complètement les positions de vos adversaires politiques, et c'est le cas, Daniel, aujourd'hui en Israël, vous ne pouvez pas critiquer la politique du gouvernement sans être qualifié tout de suite de pas patriote, de traître. Vous voulez que je vous donne 35 Vous allez dire que c'est pas exact, Daniel? Mais non, parce que ça fait encore partie parce que parfois de la liberté d'expression, ça fait aussi parfois. On oublie l'époque où la gauche israélienne était au pouvoir, où Ben Gurion disait tout sauf Maki et Kherout, c'est-à-dire où le Likoud, le Kherout de Menachem Begin était interdit, était boycotté, balayé de l'échiquier politique. Attendez. Donc, il y a une petite différence entre être interdit, le Kherout siégeait à la Knesset, il n'était pas reconnu comme Ben Gurion, effectivement, comme un partenaire de pouvoir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Vous saviez ce que Kherout disait? Vous saviez ce que Kherout a dit sur Ben Gurion quand Ben Gurion a accepté la partition de l'État d'Israël? Ils l'ont appelé le maréchal Pétain des Juifs. On est 3 ans, attendez-vous. Non, mais voilà, on n'y arrivera jamais parce que la liberté d'expression, c'est lié, Yosh, c'est lié à la loi là dont on parle maintenant, c'est la loi sur la culture. Lorsque, comme le disait un éditorialiste ce matin dans la presse israélienne, lorsque ce sont des artistes qui peuvent, par exemple, monter des pièces de théâtre sur la base d'écrits de terroristes palestiniens, alors ça s'appelle la
liberté d'expression, mais lorsque ce sont des rabbins qui parlent dans la yeshiva dans la Mechina d'Eli, qui parlent des femmes, eh bien ça c'est de l'incitation à la haine, etc. C'est-à-dire, on sera jamais objectif dans ce domaine-là. Bien entendu, c'est un débat qui est émotionnel, épidermique. D'un autre côté, moi je maintiens, et ça personne ne me l'enlèvera de la tête, qu'un Premier ministre dans un pays qui est encore un pays en guerre et dont l'idéologie sioniste reste le fondement, à part quelques extrêmes à gauche et quelques extrêmes à droite, l'idéologie sioniste, avec toutes ses variantes internes, reste le consensus de la population juive en Israël. Oui. Quand vous définissez vos adversaires politiques non pas comme des gens qui ont le droit d'aimer leur pays et de vouloir pour lui une autre politique de manière tout à fait légitime, mais comme ayant renié l'idéologie sioniste qui est le fondement de ce pays et le fondement du consensus d'encore une grande partie. Mais c'est ce que fait aussi certains, c'est ce que font aussi certains dirigeants de la gauche israélienne. Ils accusent Netanyahou d'avoir déformé l'idéologie sioniste par exemple en faisant campagne contre la Cour suprême. Alors que la Cour suprême, elle fait l'objet d'une polémique au sein de la société israélienne. Donc, mais bien sûr, s'il y en a qui préfèrent que ce soit les rabbins qui décident, vous mais savez... C'est légitime aussi. C'est absolument légitime, tout est légitime. Simplement, je vais vous dire une chose. À aucun moment des marlocotes, des débats les plus terribles de la société israélienne, aucun chef de la droite israélienne, je vais vous donner l'exemple de la première guerre du Liban, une expédition désastreuse qui a coûté plus d'1 millier de soldats, la vie de plus d'1 millier de soldats pour rien, manifestation très importante de la gauche dans la rue, d'accord, contre Begin et Sharon. Jamais le Shabak, les services de sécurité intérieure, à aucun moment, au pire des moments de cette marloquette, n'a dû aller voir le Premier ministre en disant... C'est légitime de dire Sharon, Rabin, Sharon assassin, Begin assassin, c'est légitime? Daniel, ce n'est absolument pas légitime, c'est pas quelque chose à dire. Laissez-moi quand même terminer cette phrase, parce que c'est toute la différence. À aucun moment, les services de sécurité intérieure n'ont dû aller voir le Premier ministre et lui dire « Vous allez maintenant devoir mettre un gilet pare-balles ». Comme ça c'est parce qu'on a des informations, et comme ça s'est fait avec Rabin 2 semaines avant son assassinat, c'était la fête de Sukkot, il y avait une exposition de Tzahal sur ce qui s'appelait encore la place des rois d'Israël, il a voulu y aller, et le Shabbat lui a dit, vous mettez un gilet pare-balles. Et la réponse de Rabin 2 semaines avant son assassinat était, j'ai pas eu peur sur le champ de bataille, je n'ai certainement pas en plein Tel Aviv, au sein de mon peuple que je dois avoir peur. Ça, je vous accorde qu'il y a dans jamais la gauche, aucun élément de la gauche la plus extrême n'a créé une situation dans ce pays où les services de sécurité ont dû dire au Premier ministre de droite, votre vie est en danger, vous devez mettre un gilet. Et c'est toute la différence, Daniel. Et aujourd'hui, malheureusement, on revient à, je le répète, quand vous n'êtes pas au garde à vous, avec le petit doigt sur la couture du pantalon, à s'extasier sur la politique du grand leader, vous êtes un Je suis en train de me demander... Vous manquez de patriotisme. Je suis en train de me demander, Yosh, je me pose une question effroyable aujourd'hui. Comment la gauche israélienne réagirait si Chasvé Shalom, le Premier ministre Binyamin Netanyahou, était assassiné? Comment réagirait-elle? Écoutez, et ça, c'est une question à méditer. Je pense que... Non. Écoutez, tout ce que je peux... Ça, c'est une question hypothétique. Moi, je vous donne des faits. Dans les manifestations de critiques les plus sévères contre Binyamin Netanyahou, je n'ai jamais entendu le slogan que des milliers de gens scandaient. Allez voir les films, les photos, les nouvelles de l'époque. Bedam ve'esh et Rabin negaresh. Nous expulsons Rabin dans le sang et dans le feu. Et c'était le même slogan d'ailleurs dans cette manifestation du 5 septembre avec Binyamin Netanyahou sur la terrasse, place de Sion à Jérusalem. Je n'ai jamais, j'avoue ma honte et mes crimes. Je participe à beaucoup de manifestations qui critiquent la politique du gouvernement. J'espère que ça va encore être permis dans notre beau pays. Et je n'ai jamais entendu ce genre de slogan.
Et c'est toute la différence, Daniel. Il y a quelques jours, j'ai vu des slogans. Il y a des slogans qui reviennent à chaque manifestation anti-Netanyahou. Il y a écrit « Crime Minister ». Vous voyez, Crime Minister au lieu de Prime Minister pour Prime Minister, c'est ça? Oui, oui. Ah oui, non, j'ai pas vu ça. Ah, moi, je les ai bien vus. C'est ça, dans toutes les manifestations des opposants à Benjamin Netanyahou, que ce soit autour de Mandelblit, autour de trucs, il y a toujours ces mêmes slogans, Crime Minister. Bon, écoutez, ça a toujours été, c'est comme toujours un plaisir de discuter avec vous, même si nous ne sommes pas toujours d'accord, nous sommes toujours amis. Merci beaucoup, Yosh Amishav, d'avoir... Eh bien, Daniel, justement, je vous prends là encore 15 secondes. Oui. C'est exactement ce que vous venez de dire en conclusion, et qui est d'ailleurs la réalité la plus complète. C'est exactement ça qu'au sommet de l'État, on doit comprendre. Qu'on peut avoir une marloquette, qu'elle peut être profonde, et que ça n'empêche rien du tout, ni à des relations personnelles normales, ni même à une amitié, comme vous venez de l'évoquer, et que toute attitude contraire, le pousser un adversaire politique hors du consensus, c'est semer les graines d'un prochain drame en Israël, et ça, personne n'en veut, je l'espère. Merci beaucoup, Yosh Amishav, d'avoir été avec nous ce matin, et bonne journée. Shalom, shalom. Shabbat, shalom. Shalom.